Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la correction d'un contrôle récapitulatif sur un chapitre de probabilité qui est au programme de la classe de première. Voilà. Donc au programme de la classe de première, vous avez deux chapitres de probabilité. Vous avez un chapitre sur tout ce qui est probabilité conditionnelle, formule des probabilités totales et indépendance entre deux événements. Et vous avez un chapitre sur les variables aléatoires. Donc moi, je suis sur le premier chapitre avec ce contrôle. Il se compose de 3 exercices. Ce contrôle sur les probabilités. À la fin, vous verrez, il y a un petit exercice sur les suites, arithmétique, géométrie. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour le voir si vous êtes uniquement sur les probabilités. Ça regroupe un petit peu tout ce que vous devez savoir faire avec les probabilités conditionnelles, la formule des probabilités totales et l'indépendance de deux événements. Voilà, on y va. Alors, dans ce premier exercice, on nous dit qu'une entreprise fabrique 3 types de bijoux, des bagues, des montres et des colliers. Chacun de ces types de bijoux peut être en argent ou en or. Le tableau donc représente la production de l'année 2022. Voilà. Donc tableau à double entrée, hein. Vous devez savoir faire ça en première, vous devez savoir calculer les probabilités avec un arbre pondéré, mais aussi avec un tableau comme celui-là. Donc on choisit au hasard un bijou de l'entreprise fabriqué en 2022. On note A, c'est le bijou choisi est en argent, B, c'est une bague, M, c'est une montre, C, c'est un collier. Première question, 1A, donc donner à l'aide d'une phrase l'événement A inter B. Donc ça, c'est une capacité qu'il faut que vous ayez, hein, déjà depuis la classe de seconde, hein, mais donc on reprend aussi en classe de première. Il faut savoir traduire cette notation ici avec des mots, avec une phrase. On y va. Alors, quand vous décrivez un événement, hein, comme celui-là par exemple, eh bien, on va écrire que A inter B, 2 points, et puis on va mettre une phrase entre guillemets. C'est souvent comme ça, hein, vous voyez, l'énoncé, c'est ce qu'il a fait, lui, hein, pour définir les événements A, B, M et C, et il a fait une phrase. Alors, mon petit conseil, c'est de reprendre et de faire une phrase comme celle qui est dans l'énoncé, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de correct. Donc, A inter B, c'est-à-dire que l'événement A doit être réalisé, l'événement B doit être réalisé également en même temps. Donc, quand vous voyez une intersection ici dans une phrase, c'est bien de mettre « et ». Alors, de temps en temps, c'est pas nécessaire, hein. Par exemple, ici, il faut donc que le bijou soit en argent et soit une bague. Alors, je reprends la formulation de la phrase de l'énoncé. Ici, le bijou choisi est. Donc, je vais reprendre cette phrase-là. Le bijou choisi est. Donc, en argent et est une bague. Donc, je peux dire que c'est une bague en argent. Voilà. Et donc, je ferme les guillemets à la fin de ma phrase. J'ai bien un événement comme donné dans l'énoncé. Ensuite, eh bien, la question suivante, la question 1B, c'est donc de déterminer la probabilité de l'événement A inter B. Donc, on vient de dire ce qu'était cet événement A inter B. Maintenant, on nous demande la probabilité. Donc, en fait, on nous demande P de A inter B. Alors, pour cela, on va s'aider du tableau qu'on a avec nous. Et donc déjà, ce tableau, eh bien, faut savoir le lire, hein. Alors, les nombres importants, vous avez 1050 qui est là, qui est très important, puisque c'est l'effectif total, hein. C'est tous les bijoux qui sont fabriqués, colliers, montres, bagues, argent, or, tout ça confondu, hein. Il y a 1050 bijoux qui ont été fabriqués en 2022. Et donc maintenant, on s'intéresse aux bijoux qui sont des bagues en argent. Quelle est la probabilité de choisir, quand on a tous les bijoux face à nous, une bague en argent? Alors, des bagues en argent, on peut regarder dans le tableau, hein, il y en a 100. 100 sur les 1050 bijoux. Donc, la probabilité, eh bien finalement, ça va être la proportion de bagues en argent qu'il y a parmi tous les bijoux, c'est-à-dire 100 sur 1050. Donc voilà, P de A inter B est égal à 100 sur 1050. Alors, un conseil, hein, cherchez toujours à simplifier au maximum la fraction. Donnez-la, rendez-la irréductible. Alors, si vous tapez sur vos calculatrices, vous allez vous rendre compte que c'est égal finalement à 2 sur 21. Alors, si vous n'avez pas de calculatrice, il faut vous rendre compte que 100 et 1050 sont des multiples de 50. 100, c'est 50 fois 2 et 1050, c'est 50 fois 21. Et une fois que vous avez donné cette valeur-là sous forme de fraction irréductible, là, éventuellement, vous pouvez donner une valeur arrondie de ce nombre que vous trouvez à la calculatrice. Donc, pour nous, c'est environ égal. Alors, je vais donner une valeur arrondie à 10 moins 3. Ici, on ne m'a pas précisé dans l'énoncé à quel chiffre je devais arrondir. Donc, je vais prendre 3 chiffres après virgule et je trouve 0,095. Donc, ça veut dire que la probabilité que le bijou choisi soit une bague en argent, et bien finalement, vous voyez, j'ai 9,5% environ de chance de tomber sur une bague en argent si je prends un bijou complètement au hasard.
On peut donc passer à la question suivante. Donc la question suivante, c'est la question 2, hein, déterminer P de A et P de B. Alors c'est pareil, on va se servir du tableau qu'on a ici pour trouver P de A par exemple. Donc c'est la probabilité, quand on choisit un bijou complètement au hasard, eh bien, que le bijou soit en argent. Donc on va regarder combien il y a de bijoux en argent parmi tous les bijoux. Il y en a 600 parmi 1050. Donc la proportion est de 600 sur 1050 et donc la probabilité de choisir un bijou en argent est de 600 sur 1050 et ensuite on va rendre irréductible cette fraction. Alors si on simplifie cette fraction, eh bien cela donne 4 septièmes. En effet, 600 c'est 4 fois 150 et 1050 c'est 7 fois 150. Alors soit vous l'avez fait avec votre calculatrice qui vous donne directement la fraction irréductible, soit sinon vous commencez, hein, si vous ne voyez pas tout de suite que les deux sont divisibles par 150, eh bien vous commencez par exemple par diviser par 10, 60 sur 105, 60 sur 105, 60 et 105 sont divisibles par 5, et ainsi de suite. Et vous arrivez comme ça à simplifier votre fraction au maximum. Une valeur arrondie de 4 septièmes à 3 chiffres après la virgule, eh bien c'est 0,571. Alors normalement il y a un 4 après, hein, donc vous savez quand c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, eh bien on laisse ici le chiffre qui était là. Et si c'est 5, 6, 7, 8, 9, eh bien on passe au chiffre supérieur. Voilà pour P de A. Alors il nous fallait également P de B. Alors P de B, on reprend le tableau et on regarde quelle est la proportion de bagues, puisque B, je vous rappelle, c'est l'événement, le bijou choisi est une bague. Donc, il y a combien de bagues en tout parmi tous les bijoux? Eh bien, il y en a 175. Donc, la proportion de bagues, c'est 175 sur 1050. Donc, ça veut dire que la probabilité de choisir une bague quand on a tous les bijoux devant nous, eh bien, c'est de 175 sur 1050. Du coup, on peut écrire ça, 175 sur 1050. Et donc, ça nous donne un sixième. En effet, 175, c'est 175 fois 1 et 1050, c'est 175 fois 6. Toujours pareil, hein, on ne le voit pas comme ça tout de suite. Hein. Donc, eh bien, on commence par simplifier par 5, etc., etc., etc. Donc, ici, ce nombre-là, ça nous donne environ 0,166. Et après, c'est un 6. Alors, justement, c'est le cas de figure qu'on évoquait juste avant. Comme c'est un 6, je vais arrondir ici à 7. Hop, voilà pour P de A et P de B. Alors, les valeurs arrondies, elles sont là pour indication, pour qu'on se rende compte un petit peu, parce que quand on dit un sixième, on a du mal à se rendre compte. Hein. Alors, encore un sixième, c'est une chance sur 6, 4 septièmes, etc. Mais 2 sur 21, on a du mal à se rendre compte rapidement que c'est quasiment 10%. Donc voilà, donc on met à titre indicatif une écriture décimale arrondie, mais si on doit refaire des calculs, on utilisera bien entendu les valeurs exactes. On passe donc à la question 3. Les événements A et B sont-ils indépendants? Alors, je vous renvoie à votre cours. Hein. Votre cours, il dit A et B sont des événements indépendants si et seulement si, quand on multiplie P de A avec P de B, eh bien, c'est égal à P de A inter B. C'est la définition officielle de votre cours. Donc, nous, on va calculer P de A fois P de B, P de A fois P de B, et on va regarder si on retombe sur P de A inter B. Si c'est le cas, ils seront indépendants. Si ce n'est pas le cas, ils ne seront pas indépendants. Donc, on se lance. P de A fois P de B. Eh bien, ici, on se rend compte que P de A, c'était 4 septièmes. 4 septièmes fois P de B qui était égal à 1 sixième. Et on se rend compte que c'est égal à, si on fait tout ça avec notre calculatrice, eh bien, on tombe sur 2 sur 21. 2 sur 21 qui est exactement P de A inter B. Donc, on peut conclure que eh bien, P de A fois P de B est en fait égal à P de A inter B. Et donc, que A et B sont des événements indépendants. Voilà pour cette question. On passe à la dernière question de cet exercice. Alors, dans cette dernière question, on nous demande de déterminer P de A sachant C. Donc, une probabilité conditionnelle, hein, la vraie nouveauté de cette année pour vous. Alors, avec l'indépendance des événements qui est juste au-dessus, hein, c'est les deux grandes nouveautés. Il y en a une troisième qui est la formule des probabilités totales qu'on verra un petit peu plus tard. Mais c'est les 3 points que vous avez à bien connaître de votre cours. Donc, P de A sachant C, ça veut dire si je me restreins à l'événement C, si je sais que l'événement C est réalisé, sachant que l'événement C est réalisé, c'est-à-dire sachant que
j'ai pris un collier. Quelle est la probabilité pour qu'il soit en argent? Donc, si j'ai pris un collier, devant moi, je n'ai plus tous les bijoux, j'ai seulement les colliers. Donc, je me retrouve avec 335 bijoux devant moi. Et je me demande quelle est la probabilité, si j'en prends un parmi ces colliers, quelle est la probabilité qu'il soit en argent? Eh bien, je regarde la proportion de colliers en argent parmi les colliers. Il y a 180 colliers en argent parmi les 335 colliers. La probabilité va donc être de 180 sur 335. Donc, cela vaut 36 sur 67. Et donc, si on veut avoir une petite idée de ce que ça vaut, eh bien, c'est approximativement égal à 0,537. Et je laisse un 7 puisque derrière, c'est un 3. Et cela vient conclure l'exercice 1. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice numéro 2, on nous dit une entreprise spécialisée dans la fabrication de confitures fait appel à des producteurs locaux. Très bien. À la livraison de l'entreprise, l'entreprise effectue un contrôle de qualité à l'issue duquel les fruits sont sélectionnés ou non pour la préparation de confitures. Alors, une étude statistique a établi que 22% des fruits livrés sont issus d'agriculture biologique. Parmi les fruits issus d'agriculture biologique, 95% sont sélectionnés pour la préparation et ceux qui ne sont pas issus d'agriculture biologique, 90% sont sélectionnés pour la préparation. Voilà. On prélève au hasard un fruit et on note. Alors l'événement B, c'est issu de l'agriculture biologique, B comme biologique, et S, c'est le fruit est sélectionné pour la préparation des confitures. Donc S comme sélectionné, ça aide de savoir pourquoi on choisit une notation comme ça. Ensuite, première question, représenter la situation par un arbre pondéré. Alors, un arbre pondéré, c'est un arbre sur lequel il y a du poids sur les branches, d'où le nom de pondéré. Pondéré, c'est mettre du poids. Alors, on se retrouve, un arbre, ça part toujours ici d'une racine. Et donc, on va avoir classé les différents fruits dans différents groupes. Donc, on va regarder l'arbre qui nous permet de classer les fruits. Alors, je vais le faire légèrement sur le côté ici, parce que comme ça me permettra de le conserver dans l'exercice. Alors, déjà, quand on choisit un fruit, eh bien, l'énoncé nous traduit, il nous dit, voilà, 22% des fruits sont livrés sont issus de l'agriculture biologique. Donc, clairement, avant même de parler est-ce qu'ils sont sélectionnés ou pas, eh bien, on a classé les fruits selon l'agriculture biologique et ce qui n'est pas de l'agriculture biologique. Donc, l'événement B et l'événement contraire, B bar. Ici, on a une partition de l'univers, c'est-à-dire que tous les fruits sont classés soit dans ceux qui viennent de l'agriculture biologique, soit dans ceux qui ne viennent pas de l'agriculture biologique. Il n'y a pas de fruits dans un autre groupe et il n'y a pas de fruit qui fait partie des deux à la fois. C'est soit on est là-dedans, soit on est là-dedans. Ensuite, la probabilité. Donc, on peut compléter. La probabilité que le fruit provienne de l'agriculture biologique, on nous a dit, c'est qu'il y en avait 22% des fruits. Donc, ça veut dire que la probabilité est égale à cette proportion, donc 0,22. Et donc, ici, eh bien, on a ce qu'il faut pour arriver à 1. Vous savez que la somme des probabilités qui partent d'un même nœud doit être égale à 1. Donc, si ici, j'ai 0,22, là, j'ai 1 moins 0,22, c'est-à-dire 0,78. Ensuite, si jamais l'événement B est réalisé, c'est-à-dire que le fruit choisi est issu de l'agriculture biologique. L'énoncé me dit, parmi les fruits issus de l'agriculture biologique, 95% sont sélectionnés pour la confiture. Donc, le fruit peut tout à fait être sélectionné ou ne pas l'être. On nous dit qu'il y en a 95% qui sont sélectionnés, et donc ça veut dire qu'il y en a 5% qui ne sont pas sélectionnés. Toujours pareil, on part d'un nœud ici, donc la somme doit être égale à 1. Parmi ceux qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique, certains vont être sélectionnés et d'autres non. C'est la troisième phrase ici. Parmi les fruits non issus de l'agriculture biologique, 90% sont sélectionnés pour la préparation. Donc ça veut dire qu'ici, je vais mettre 0,9 et ce qui veut dire qu'il y en a 10% qui ne seront pas sélectionnés pour faire la confiture. Donc on poursuit notre exercice. On poursuit du coup avec la question numéro 2. Donc la question numéro 2, c'est déterminer la probabilité que le fruit soit sélectionné pour la préparation des confitures et qu'il soit issu de l'agriculture biologique. Donc déjà, il faudrait essayer de traduire ça en termes d'événements, avec les événements B et S qui sont indiqués ici dans l'exercice. Donc,
le fruit doit être sélectionné et, donc mot très très important ce « et » qui signifie intersection. Donc ça veut dire qu'il faut être dans l'événement S, c'est-à-dire être sélectionné, et en même temps dans être issu de l'agriculture biologique, c'est-à-dire dans l'événement B. Donc on veut la probabilité de l'événement S inter B. Donc, je veux la probabilité de l'événement S inter B. Alors, dans mon arbre, S inter B, cela correspond à cette branche. Alors là, B arrive en premier, hein, c'est-à-dire B inter S. Mais l'intersection de B avec S, c'est la même chose que l'intersection de S avec B. Être dans B et S, c'est être dans S et B. Donc, finalement, moi, c'est plutôt B inter S si je mets l'ordre ici. Donc, la probabilité de B inter S, c'est la probabilité de toute cette branche. Alors, vous savez qu'il faut multiplier les deux nombres qui se trouvent ici sur cette branche. Alors, quelle est la formule du cours qu'il faut citer? Eh bien, ce nombre-là, 0,22, en fait, c'est la probabilité de B qui va être multipliée par 0,95. Alors, 0,95, c'est la probabilité de S. Mais attention, c'est la probabilité de S à l'intérieur de l'événement B, lorsque l'événement B est réalisé. Donc, c'est sachant que l'événement B est réalisé, cette notation-là. À ne pas confondre avec P de S, qui serait, s'il n'y a pas le sachant B, en fait, P de S, on va le voir à la question d'après, ça va être autre chose, on va avoir besoin des probabilités totales. Donc ici, c'est égal à 0,22 fois 0,95. Ce qui est égal à 0,209. Donc, on a donc 20,9% de chance pour que quand on a tous les fruits devant nous, on en prenne un qui soit sélectionné et qui provienne de l'agriculture biologique. Donc, je ne fais pas les phrases réponses là, mais vous reprenez la question de l'énoncé et vous donnez le résultat de la probabilité. Cela nous amène à la troisième question. Dans la troisième question, on nous dit « Montrer que P de S, c'est en fait 0,911. » Alors, lorsque je veux calculer P de S, eh bien, je me rends compte que S, dans mon arbre, eh bien, se trouve au bout de deux branches. En effet, on le retrouve ici et on le retrouve là. Autrement dit, eh bien, des fruits sélectionnés, il y en a parmi ceux qui proviennent de l'agriculture biologique et il y en a parmi ceux qui ne proviennent pas de l'agriculture biologique. Donc, je vais devoir aller chercher les fruits sélectionnés parmi ceux qui proviennent de l'agriculture biologique et les sélectionner parmi ceux qui ne sont pas. Alors, pour ça, je vais devoir utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Alors, je vais devoir préciser que B et B bar forment une partition de l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Eh bien, c'est que quand je rassemble B avec B bar, c'est-à-dire quand je fais l'union des événements B et B bar, eh bien, je dois avoir tout l'univers. Effectivement, si je rassemble les fruits issus de l'agriculture biologique et les fruits non issus de l'agriculture biologique, j'ai bien tous les fruits de mon épreuve ici, de mon expérience. Donc ça, c'était la première chose. L'union doit faire l'univers. Et ensuite, pour avoir une partition, il faut une deuxième propriété. Eh bien, il faut que l'intersection des deux soit vide. Alors effectivement, il n'y a aucun fruit qui appartient à la fois à ceux issus de l'agriculture biologique et à ceux non issus de l'agriculture biologique. Donc B et B bar forment bien une partition de l'univers. Alors de manière générale, un événement et son événement contraire forment toujours une partition de l'univers. Alors pourquoi c'est important que B et B bar forment une partition de l'univers pour utiliser ce qu'on appelle la formule des probabilités totales? Eh bien c'est pour dire que quand je vais aller chercher les fruits sélectionnés dans ceux qui sont dans l'événement B et les fruits sélectionnés dans B bar, eh bien déjà il n'y a pas de fruits sélectionnés dans d'autres endroits, dans d'autres événements, puisque ces deux événements eh bien, regroupent tous les fruits. Et deuxième chose, que quand j'aurai compté les sélectionnés parmi ceux qui viennent de B et les sélectionnés parmi ceux qui viennent de B bar, eh bien, il n'y en a pas que j'ai compté en double. Voilà, ça sert à ça d'avoir une partition de l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, eh bien, P de l'événement S, eh bien, c'est P, la probabilité de l'événement B inter S. Je vais chercher les fruits sélectionnés parmi eh bien, ceux qui proviennent de l'agriculture biologique, plus eh bien,
la probabilité de l'événement B bar inter S. Donc P de B bar inter S. C'est-à-dire que je vais chercher les fruits sélectionnés parmi les fruits non issus de l'agriculture biologique. Alors, quand j'écris cette formule, là j'ai le choix. Donc P de B inter S, je l'ai déjà calculé, ça vaut 0,209. Alors je peux donner vraiment cette écriture-là, hein, l'écriture décimale, puisque là ce n'était pas un arrondi, hein, attention, c'était une valeur exacte. Plus, alors là si je veux détailler un petit peu comment calculer P de B bar inter S, je peux le faire. Dans ce cas-là, je dis que c'est 0,78, c'est-à-dire P de B bar, multiplié par 0,9, c'est-à-dire P de S, sachant B bar. Et donc, c'est égal à 0,209 plus, je remplace par les valeurs numériques, 0,78 fois 0,9. Je prends ma calculatrice pour faire ce calcul et je trouve 0,911, c'est-à-dire ce qui m'avait été demandé par l'énoncé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris pourquoi chaque phrase est importante dans ce raisonnement, parce que si vous ne comprenez pas pourquoi on les marque, eh bien, vous ne penserez pas à les marquer. Donc, voilà, je ne réexplique pas, hein, vous faites un petit retour en arrière sur la vidéo si vous voulez reprendre les explications de cette question 3. On passe donc à la question 4. La question 4 qui est « Sachant que le fruit a été sélectionné pour la préparation des confitures, déterminer la probabilité qu'il ne soit pas issu de l'agriculture biologique. » Alors, je vais effacer ici pour continuer à avoir un petit peu de place. Voilà, alors je reprends ma question pour voir les mots qui sont très importants et les drapeaux rouges qui doivent apparaître quand vous lisez cette question. Donc, sachant que le fruit a été sélectionné pour la préparation des confitures. Donc, vous voyez ici, on ne vous parle pas encore de probabilité, qu'on vous dit quelque chose qui est un fait. Le fait déjà accompli, c'est que le fruit a été sélectionné pour la préparation des confitures. Donc, vous voyez, il y a le red flag ici, c'est sachant que. Donc, sachant que, ça veut dire qu'on va être sur une probabilité conditionnelle. Donc, on n'a pas tous les fruits face à nous. On n'a que les fruits sélectionnés pour la préparation des confitures. Et parmi ces fruits sélectionnés pour la préparation des confitures, maintenant, on me parle de probabilité. On veut la probabilité qu'ils ne soient pas issus de l'agriculture biologique. Donc, on m'a dit, on sait déjà que le fruit a été sélectionné. Donc, c'est une probabilité à l'intérieur de l'événement S. Sachant que le produit a été sélectionné, quelle est la probabilité qu'il ne provienne pas de l'agriculture biologique? Donc, P de B bar, sachant qu'on est dans l'événement S, sachant que l'événement S est réalisé. Alors là, vous avez votre formule du cours hein, qui dit que P de B bar sachant S, eh bien, c'est la probabilité de l'intersection de ces deux événements, donc B bar inter S, divisé par la probabilité de l'événement par lequel on a conditionné notre probabilité. Donc, c'est cette formule. Alors ensuite, pour s'en sortir, eh bien, P de B bar inter S, c'est la probabilité de cette branche. Alors, on a déjà expliqué hein, que c'était P de B bar multiplié par P de S sachant B bar. Donc, pas besoin de le redétailler. Ça donne donc 0,78 fois 0,9 et on divise par P de S. Alors, P de S, on l'a trouvé dans la question précédente. C'est 0,911 et donc désormais on peut faire ce calcul qui donne en version fraction irréductible, c'est pas très joli mais bon c'est comme ça, hein, 702 sur 911 et si jamais je veux en donner une valeur approchée, eh bien une valeur arrondie, je vais dire 0,77 et donc si je donne à 3 chiffres, je vais regarder le quatrième est un 5 donc je vais arrondir au chiffre supérieur ici. Donc, ça va faire 0,771. Donc, ça, c'est P de B bar, sachant S. Voilà qui vient conclure cet exercice. On va donc passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est celui-là. Donc, une situation a été représentée à l'aide d'un arbre pondéré ci-dessous. Vous voyez, il n'y a pas de situation de fruits, de légumes ou je ne sais quoi. Ici, on a un arbre brut comme ça. Et on nous donne une information, c'est que P de B est égal à 0,26. Bon, on observe que là, dans l'arbre, hein, il nous manque des informations. Il nous manque ici les probabilités conditionnelles qui se trouvent sur ces branches ici. Donc, il nous manque P de B sachant A. Il nous manque P de B bar sachant A. Bon, voilà. Très bien. Bon, bah, si on ne les a pas,
on va faire avec. Hein. Donc, première question, on nous demande de déterminer P de A inter B. Donc, P de A inter B, c'est la probabilité de l'événement A inter B. Donc, c'est la probabilité d'avoir suivi cette branche ici. Alors, vous savez que normalement, hein, quand on veut calculer la probabilité d'une branche, eh bien, on multiplie les probabilités qui se trouvent sur cette branche. Donc ici, on aimerait bien multiplier 0,8 par la probabilité qui est là. Le problème, c'est qu'il nous manque la probabilité qui est là. Donc, s'il nous la manque, eh bien, on doit calculer la probabilité de la branche d'une autre manière, pas en multipliant ces deux nombres-là. Et on se demande, du coup, comment on va faire. Alors, j'ai redessiné mon arbre ici, histoire d'en rediscuter. Donc, je vous rappelle, ce qu'on me demande, c'est P de A inter B. Alors, la plupart du temps, pour calculer P de A inter B, eh bien, on multiplie, comme je viens de le dire, les probabilités qui se trouvent sur les branches ici. Donc 0,8 fois la probabilité qui se trouve là. Bon, mais si jamais on n'a pas la probabilité qui se trouve là, il y a une deuxième méthode qui permet de trouver la probabilité de cette branche. Et cette méthode utilise la formule des probabilités totales. Donc vous devez connaître cette méthode parce que quand il faut la faire, eh bien, on ne peut pas faire la première, c'est-à-dire de multiplier les deux. Donc il n'y a pas le choix. Alors, cette probabilité, la méthode des probabilités totales, utilise le fait que l'énoncé nous a dit que P de B était égal à 0,26. C'était la phrase qu'il y avait juste après l'arbre, hein, donc la phrase qui se trouve ici, P de B c'est 0,26. Et donc, à partir du moment où vous connaissez P de B, en fait, avec la formule des probabilités totales, vous saviez que B se retrouvait là et là. Ça veut dire que vous savez que la somme des deux branches, eh bien, donne 0,26. Et comme vous connaissez une des deux branches entièrement, eh bien vous pouvez du coup en déduire la probabilité de l'autre branche, puisque vous saviez que la somme donnait 0,26. Donc si vous prenez 0,26 et que vous retirez la probabilité de cette branche, fatalement vous allez avoir la probabilité de la première branche. Mais donc là, il faut se rendre compte qu'on utilise que P de B, c'est la somme de cette branche avec cette branche. Donc on est en train de faire la formule des probabilités totales. Petit rappel, hein, on l'a revu dans l'exercice 2, mais pour appliquer la formule des probabilités totales, eh bien, il faut que je précise que A et A bar eh bien, forment une partition de l'univers. Donc A bar est une partition de l'univers. Donc je répète encore pourquoi, eh bien parce que si je réunis A avec A bar, eh bien j'obtiens tout l'univers. Et si j'intersecte A avec A bar, eh bien c'est l'ensemble vide. Voilà. Donc du coup, je vais aller chercher, d'après la formule des probabilités totales, eh bien je sais que P de B est égal à P de A inter B. Vous voyez, c'est la même formule que celle de l'exercice précédent, sauf que on ne va pas l'utiliser dans le même but. Dans l'exercice précédent, eh bien, on voulait calculer P de B. Donc, on connaissait tout l'arbre, donc tout ce qu'il y avait sur les branches, donc on a calculé P de B en additionnant la probabilité de cette branche avec celle-là. Là, cette fois-ci, ce qu'on cherche, nous, eh bien, c'est P de A inter B. Et donc, si on cherche ça, eh bien, il faut connaître le reste pour pouvoir résoudre une équation. Donc, P de B, ça tombe bien, c'est 0,26. Et P de A bar inter B, eh bien, je vais pouvoir le calculer assez facilement. Alors, cette égalité est équivalente à dire que 0,26 est égal à P de A inter B, c'est-à-dire ce que je cherche, plus P de A bar inter B. Alors, je peux décrire en disant que c'est 0,2, donc P de A bar fois P de B sachant A bar, c'est-à-dire 0,2 fois 0,3. Donc c'est ce que je vais écrire. Je vais décaler peut-être un tout petit peu mon tableau ici pour qu'on ait la place. Donc 0,2, voilà, c'est ce qui me semblait, que j'allais pas avoir la place, fois 0,3. On voit tout? Oui, on voit tout. Et donc c'est équivalent à dire que P de A inter B, eh bien c'est égal, alors P de A inter B va être égal à 0,26 moins 0,2 fois 0,3. Donc 0,26 moins 0,2 fois 0,3. Alors 0,2 fois 0,3, ça fait 0,06.
Donc finalement, c'est équivalent à dire que la probabilité de A inter B est égale à 0,26 moins 0,06. Eh bien, ça fait 0,20, c'est-à-dire 0,2. Donc finalement, vous voyez ici, j'ai cherché P de A inter B et j'ai trouvé que P de A inter B était égal à 0,2. Il y a donc 20% de chance pour réaliser l'événement A inter B. Et donc une dernière fois, j'insiste bien là-dessus, on a trouvé la probabilité globale de la branche ici sans avoir la probabilité conditionnelle qui se situe sur cette branche. Très important, parce qu'il y a des élèves qui cherchent à tout prix à avoir cette probabilité-là pour faire la formule du produit. Non, si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Donc, il faut faire autrement et la méthode, c'est celle-là. Alors, par contre, dans la question 2, maintenant, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien, dans la question 2, on vous demande la probabilité de B sachant A. Donc, désormais, on vous demande la probabilité de B sachant A, c'est-à-dire ce qui vient ici. Donc, vous voyez bien qu'il ne fallait pas la calculer avant. Parce que sinon, on ne pourrait pas faire cette question, on l'aurait déjà faite. Alors, maintenant, pour calculer la probabilité qu'il y a ici, on sait que le produit des deux probabilités ici, ça donne 0,2, ça donne la probabilité de la branche. Donc, on va pouvoir rapidement trouver celui-là. Donc, P de B sachant A, c'est égal à, on utilise la formule du cours pour les probabilités conditionnelles, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de l'événement qui conditionne, c'est-à-dire par P de A. Alors, P de A inter B, c'est 0,2 et P de A, c'est 0,8. Alors, effectivement, on n'invente rien avec cette formule. On dit que ce qui est là, si ça fois ça, ça donne le résultat, c'est-à-dire que le résultat divisé par 0,8 va nous redonner ce qui est là. Donc, 0,2 divisé par 0,8, ça nous donne ce qui est là. Et il se trouve que c'est égal à 0,25. Voilà pour cet exercice 3. Alors, il reste un exercice dans le sujet du contrôle. Si jamais vous venez là pour vous entraîner uniquement sur les probabilités, eh bien vous pouvez couper la vidéo ici et aller faire d'autres sujets. Parce que le dernier exercice, je vais le corriger, mais c'est un exercice de connaissance sur les suites arithmétiques et géométriques. Voilà, avec 2-3 petites questions. Donc si ça vous intéresse, vous continuez. Si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous zappez et vous passez à autre chose. Alors, première question dans cet exercice. Donc, on nous dit soit U, une suite qui est arithmétique. La raison, c'est R qui vaut 4. Et de premier terme, U4 égale 8. Donc, ça veut dire que U3, U2, U1 et U0 n'existent pas, puisqu'ici, on me dit que c'est le premier terme. Exprimer UN en fonction de N. Donc, voilà, je commence par réciter ce que m'a dit l'énoncé. Et donc là, je sors mon cours sur les suites arithmétiques. Et je sais que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, puisque en dessous de 4, la suite, les termes de ma suite n'existent pas, visiblement, d'après ce que m'a dit l'énoncé, eh bien, je sais que un est égal à, alors je peux partir de n'importe quel terme, par exemple u4, et je dois rajouter, alors on est sur une suite arithmétique, donc je dois rajouter la raison, eh bien, autant de fois que j'ai dû le faire pour passer de U4 à UN. Donc pour passer de U4 à UN, eh bien, il y a eu n-4 étapes. Donc je dois rajouter n-4 fois la raison. Voilà. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne U4, c'est 8. Et je dois rajouter n-4 fois la raison qui vaut 4. Alors je peux m'arrêter là. Ici, j'ai bien exprimé UN en fonction de n, ou je peux aller un tout petit peu plus loin en développant. Donc ça fait 8 plus n fois 4, c'est-à-dire 4n, moins 4 fois 4, c'est-à-dire 16. Donc 8 moins 16, ça me donne moins 8, plus 4n. Voilà. Donc si je veux aller un tout petit peu plus loin, j'écris ça. Et j'ai donc exprimé pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, eh bien un en fonction de n. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est soit V la suite géométrique de raison Q égale 1,5 et de premier terme V5 égale 128. Donc ça veut dire que les termes V0, V1, V2, V3 et V4 n'existent pas. Exprimez Vn en fonction de n.
Donc c'est une question analogue à la première question, sauf que cette fois-ci, on est sur les suites géométriques, donc pour voir si on connaît ces formules sur les suites géométriques. Donc pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, eh bien mon cours sur les suites géométriques me dit que Vn va être égal à V5 multiplié par, attention, puisque c'est une suite géométrique, ce n'est pas une somme, c'est une multiplication, par la raison qu'on a multiplié par elle-même combien de fois? Eh bien, pour passer de V5 à Vn, eh bien, il y a eu n-5 étapes. Donc, n-5 fois, j'ai dû multiplier par q. Donc, ça fait fois q puissance n-5. Ce qui est égal à V5, c'est donc 128, d'après l'énoncé, multiplié par 1/2. Alors, attention, quand vous écrivez 1/2 à la puissance n-5, ça ne va pas. Il faut mettre des parenthèses autour du 1/2, parce que sinon on pense que seulement le 1 est à la puissance n-5. Alors voilà, si jamais vous avez donné ça sous cette forme-là, écoutez, ça va déjà très bien et on peut en rester là. Sinon, on pourrait décomposer le n-5. Mais on peut en rester là. On passe à la question 3. La question 3, c'est soit W une suite arithmétique de raison R, telle que W12 vaut 23 et W93 vaut 443. Donc, on ne nous a pas donné la raison R et donc on nous demande de la déterminer. Donc, W est arithmétique de raison R, telle que W12 égale 23 et W93 est égal à 443. Donc, alors vous avez une propriété dans votre cours qui vous relie n'importe quel terme de la suite à n'importe quel autre. Donc, c'est une propriété qui fait intervenir n et p en général et qui vous dit que Wn, en fait, on peut le calculer à partir de Wp. Et comme c'est arithmétique, en fait, il faudra rajouter la raison. Combien de fois? Le nombre d'étapes entre Wp et Wn, c'est-à-dire n-p fois. Donc, c'est ça qu'on va appliquer ici, avec Wn qui va être en fait, par exemple, W93. Donc, on va dire que obligatoirement W93 a été obtenu à partir de W12. À qui on a rajouté la fameuse raison qu'on ne connaît pas. Mais pour passer de W12 à W93, eh bien, il y a eu 93 moins 12 étapes. Donc, on sait que en partant de W12 et en rajoutant 93 moins 12 fois la raison, eh bien, on va arriver au terme W93. Et donc, ça va nous permettre de déterminer la raison R, puisque W93, on sait que cela vaut 443 et que W12 vaut 23. Donc, ça veut dire que 23 plus 93 moins 12, ça fait 81. Donc, plus 81 fois la raison qu'on ne connaît pas, eh bien, ça donne 443. On a donc une équation qu'on peut résoudre d'inconnu R. Ça nous donne 443 moins 23 égale à 80 R. Alors, 443 moins 23, ça fait 420. Donc, on obtient 420 sur 81 qui est égal à R. Ce qui fait, donc on peut simplifier par 3, eh bien, ça nous donne 140 sur 27 qui est égal à R. Donc finalement, W est une suite arithmétique de raison R égale 140 sur 27. Alors, attention, une erreur que j'ai beaucoup vue sur les copies, c'est de dire que c'est équivalent à dire que R vaut environ, et on me donne une valeur arrondie, 5,19. Non, vous ne pouvez pas mettre une équivalence entre une valeur exacte et une valeur approchée. C'est-à-dire que, bon, effectivement, si jamais R vaut 140 sur 27, vous pouvez en déduire que R est environ égal à 5,19. Donc, cette ligne-là implique cette ligne-là. Mais une équivalence, c'est mieux que ça. C'est que cette ligne-là doit impliquer celle-là. Or, si un nombre vaut 5,19, il ne vaut pas forcément 140 sur 27, parce qu'il y a d'autres nombres que 140 sur 27 qui ont comme arrondi 5,19. Donc, vous n'avez pas une équivalence ici. Donc, si vous voulez mettre une valeur arrondie, vous pouvez mettre dans une phrase après, éventuellement, en disant que R, si on va avoir une petite idée de ce que c'est, eh bien c'est 5,19. Mais sinon, ne mettez pas de valeur arrondie, restez en valeur exacte, parce que ce serait faux aussi de dire que W est arithmétique de raison 5,19, puisque ce n'est pas le cas. La raison, c'est 140 sur 27.
on prend la dernière question de cet exercice. Donc la dernière question de cet exercice qui est vraiment un attendu du programme. Un attendu du programme, c'est de savoir reconnaître en une demi-seconde, quand on voit un graphique, savoir reconnaître si la suite est arithmétique ou géométrique, quand on vous représente une suite arithmétique ou géométrique. Donc ici, on vous dit, voilà, sur le graphique, ci-dessous a été représentée une suite Z. Identifier si la suite semble arithmétique ou géométrique, parce qu'on ne peut jamais être sûr que ça va continuer avec la même tendance, bien évidemment. Donc, on est juste en train de faire une conjecture par rapport au graphique. Donc, ici, on voit que les points semblent alignés. Donc, ça, c'est caractéristique d'une suite arithmétique, puisque ça veut dire qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, eh bien, j'ai retiré exactement le même nombre, ce qui fait qu'ici, les points sont alignés. Si j'avais retiré un nombre différent, eh bien là, ce point-là, par exemple, si j'avais retiré plus entre lui et lui qu'entre lui et lui, eh bien ce point-là aurait été plus bas. Donc, si tout le monde est aligné, c'est qu'à chaque fois, j'ai retiré la même chose. Donc, c'est une suite qui semble arithmétique. Le premier terme, ça semble être pour le rang 0, donc U0 qui vaut 6. Et pour passer d'un terme au suivant, vous voyez, je passe de 6 à 6,5, 5, que j'ai dit 6, 5,5, 5, 4,5. Donc à chaque fois, je retire 0,5. Donc la raison, ça va être moins 0,5. Alors comment on rédige? On va peut-être préciser quand même qu'on a remarqué que les points étaient alignés, ce qui est caractéristique d'un graphique, d'une représentation graphique d'une suite arithmétique. Donc la suite Z semble arithmétique. On a lu U0, U0 semble être 6 et la raison R semble être moins 0,5. Voilà, alors j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce chapitre. Ou alors j'espère encore mieux que ça, que vous avez tout maîtrisé et que vous n'aviez pas besoin de toutes ces explications. Ce serait vraiment le mieux pour vous. Je vous encourage à faire, il y a d'autres vidéos sur d'autres contrôles qui sont corrigés sur ce chapitre. Si vous voulez les trouver avec les sujets, vous allez sur monbackenmath.fr, vous allez retrouver les sujets et vous aurez des liens directement vers les vidéos concernées. À bientôt!